Bienvenue dans le Brief Imo, 45 minutes pour déchiffrer les tendances de l'univers immobilier avec le groupe Altarea. On va parler de vision, de conviction et d'ambition avec ceux dont c'est le métier, l'immobilier. On sera notamment avec le directeur des investissements de Altarea IM pour parler stratégie. On zoomera sur une classe d'actifs importante, une branche stratégique du groupe, les commerces. Et puis on partagera les ambitions du groupe avec plusieurs porte-parole. Nous sommes en mesure de répondre à vos questions. Vous en avez, vous les écrivez dans le chat qui s'affiche à votre écran. L'équipe d'Altarea IM est mobilisée tout au long de cette émission pour y répondre. Et puis on va surtout démarrer par la vision de celui qui a créé ce groupe, Alain Tarabella, président fondateur, sa vision du marché de l'immobilier. Monsieur Tarabella, on est en juin 2025. On a besoin de votre regard, celui que vous portez sur l'état du marché immobilier actuellement. Et puis, si on peut prédire la suite, est-ce que vous sentez qu'on est quelque part en train de sortir de la crise? Si oui, pourquoi? Et sinon, quand est-ce qu'on pourrait espérer un horizon un petit peu plus clair? Dans une crise, il y a une descente, une période basse et une remontée. Aujourd'hui, nous sommes toujours en crise, mais je pense que nous sommes au bout de la descente. Il va y avoir un certain temps où les prix, les valeurs vont rester relativement stables et un moment où ça repartira à la hausse. Si je vois mon expérience des crises passées, ça a toujours été comme ça. Lors de la dernière crise en 1990, il y a eu 2-3 ans de baisse, 2-3 ans de stabilisation, 3-4 ans pour remonter. Et c'est là où les investisseurs avisés peuvent intervenir. Si on investit au moment où ça commence à remonter, c'est trop tard. Les prix augmentent aujourd'hui, la crise est là, les valeurs ont baissé, il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Il ne faut pas se désespérer, il faut voir l'avenir. L'immobilier, que ce soit le logement, les bureaux, le commerce, c'est un besoin fondamental. On a besoin d'immobilier. Et donc, c'est quelque chose d'important d'investir. Je prendrai un exemple avec une autre classe d'actifs, qui est la voiture. Aujourd'hui, on vend de moins en moins de voitures. Mais peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, il y a beaucoup de gens qui n'auront plus besoin de voitures et qui n'en auront pas. Et c'est ce qu'ils se disent. L'immobilier, c'est différent. Aujourd'hui, on vend moins d'immobilier. C'est parce qu'il y a les taux d'intérêt, et les valeurs sont trop fortes. Mais dans 10 ou 20 ans, personne n'envisage d'habiter sous les ponts. Et il faut des logements, il faut des bureaux, il faut des commerces. Donc, ce besoin est un besoin fondamental. Donc, c'est pour ça que, oui, nous sommes en crise, oui, les prix ont baissé, oui, les valeurs ont baissé, mais c'est justement le moment où il faut regarder vers l'avenir. Justement, on va essayer de regarder dans l'avenir à court terme ou moyen terme avec vous. Où est-ce que vous imaginez que va être l'immobilier d'ici 18 mois? Qu'est-ce qui va façonner l'immobilier? Alors, je vais vous donner plusieurs horizons de temps. 18 mois, 5 ans et peut-être 10 ans. Est-ce qu'on peut se projeter avec vous? C'est très compliqué. L'immobilier évolue dans un contexte macroéconomique ou politique. Ce serait beaucoup plus facile de répondre à votre question si je savais, si vous pouviez me dire ce que M. Trump va faire dans les semaines qui viennent, puisque ça a aussi une incidence sur l'immobilier. Il y a donc le contexte macro. On est dans une période d'incertitude extrême, de volatilité extrême, compte tenu de mécanismes macropolitiques qui nous dépassent. Et c'est là où il faut réfléchir à ce qu'on doit faire avec son argent. Quand on a besoin de se loger, qui est le besoin fondamental, je pense qu'aujourd'hui, dans les mois qui viennent, c'est intéressant d'acheter. Les taux d'intérêt ont baissé, les prix se sont stabilisés. Donc si vous avez un projet d'acquisition pour vous, il faut voir en fonction de vos besoins. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les prix se sont arrêtés de baisser, sauf s'il y a une nouvelle guerre en Ukraine ou similaire. Enfin, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais c'est là où la notion d'immobilier valeur refuge trouve son sens. C'est que vous achetez un immobilier dont vous avez besoin, c'est intéressant et vous en avez besoin. À 18 mois, je pense que
très sincèrement, ça va se passer un peu comme maintenant. Les prix vont évoluer pas beaucoup, les taux d'intérêt vont évoluer pas beaucoup. Donc on est dans une période relativement stable. Après, à plus long terme, ce besoin fondamental qu'ont les Français, tout le monde a besoin d'immobilier, notamment de logement, fait qu'il va y avoir une certaine tendance à la hausse. Et voilà, donc je pense que la crise, la remontée va se faire plutôt dans 2-3 ans. Et il ne vous a pas échappé quand même que, indépendamment du contexte mondial, en France, l'année prochaine, il y a des élections municipales. Ça, en général, ça introduit un peu de ralentissement dans les affaires. Dans 2 ans, il y a des élections présidentielles. Il peut y avoir des conséquences fiscales à l'élection présidentielle qui fassent que ça change. Donc moi, je vois une franche reprise qu'à partir de 2028. La projection qu'on peut faire à ce moment précis. En un mot, expliquez-nous comment votre groupe, comment votre entreprise s'adapte et adopte le contexte dans lequel on est. On s'adapte, comme je l'ai dit, les valeurs ont baissé. Donc nous, le principe, c'est pas une innovation, c'est de partir des besoins du client, de leur capacité d'achat et de faire des produits abordables. Donc nous, aujourd'hui, compte tenu de la vision que je vous ai donnée, nous sommes repartis à acheter des terrains, à refaire des opérations avec des produits plus ciblés. Nous faisons par exemple pour les accédants à la propriété un produit Access, qui est un produit pour les primo-accédants, qui leur permet grosso modo pour le prix d'un loyer de devenir propriétaire. Mais nous avons fait aussi une formule pour les investisseurs, personnes physiques, avantage, où on met en musique tout ce que nous avons comme aide, parce qu'il y en a quand même un certain nombre aujourd'hui, pour que les investisseurs puissent acheter. Donc oui, nous pensons que le marché de l'immobilier est un besoin fondamental, que je me répète, mais c'est quand même ça. Donc qu'on soit accédant ou qu'on soit investisseur, nous produisons des produits qui permettent aux Français d'acheter et d'investir. Donc voilà comment nous nous sommes adaptés. On continue notre métier en étant prudent et en visant des prix plutôt plus bas que ce que nous visions auparavant. Ça nous amène, et pour conclure, au marché de l'épargne immobilière. Le cheminement, on comprend, maintenant le projet. L'immobilier, c'est un besoin de long terme. C'est un produit qui est basé sur les taux d'intérêt. Donc en fonction de la hausse ou de la baisse des taux d'intérêt, l'appréciation des investisseurs évolue. Mais c'est un besoin fondamental. Donc moi, je pense que autant je suis convaincu par l'immobilier physique, par le besoin d'immobilier physique, autant je suis également convaincu que l'épargne immobilière, qui est la façon de découper le produit immobilier en morceaux accessibles à tous, est un besoin fondamental. Et ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, c'est qu'il y a eu, compte tenu de cette crise, tout le monde s'est retiré de ce marché, alors que c'est quand même un produit formidable. Et donc, fondamentalement, sur le long terme, je suis persuadé que l'épargne immobilière va continuer de se développer. En Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, des personnes ont de l'épargne à placer. Alors elles placent dans des actions, elles placent dans des obligations, mais l'immobilier est quand même un super secteur. Et c'est un secteur qui est résilient sur le long terme. Alors évidemment, quand on achète pile au moment où les taux d'intérêt montent, où les prix baissent, c'est pas bien. Mais l'investissement immobilier, c'est un investissement de long terme. Sur 10 ans, je ne connais personne qui ait acheté dans Paris et qui, 10 ans après, ait revendu moins cher. Alors peut-être qu'il a revendu avec pas beaucoup de plus-value, mais il a pu revendre avec beaucoup de plus-value. Il faut raisonner sur le long terme. Donc l'épargne est un besoin fondamental. C'est pour ça que j'ai créé à l'intérieur de mon groupe AIM, Altaria Investment Manager, pour justement, à côté de la promotion immobilière d'appartements physiques ou de bureaux en physique, de partager avec des Français des petits morceaux, notamment via la SCPI Altaria Conviction, de façon à leur vendre ça. Je pense que ce qui est intéressant avec nous, c'est que nous sommes sur toutes les classes d'actifs, nous investissons partout, nous avons une connaissance parfaite du marché et, je le disais tout à l'heure,
c'est le moment d'y aller parce que les prix ont baissé. Alors, c'est pas. Vous investissez aujourd'hui, vous achetez moins cher qu'il y a 2 ou 3 ans, ça vous rapporte un peu plus et vous avez un horizon à long terme. Donc, je crois fondamentalement que l'épargne immobilière, qui a subi de graves déconvenues au cours de ces dernières années, va repartir, c'est évident. Merci beaucoup, M. Tarabella. Merci. Convaincre de partager une vision et des ambitions avec le groupe Altarea IM. Marc-Olivier Penin est avec nous. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Altarea IM. Vous êtes en duo avec Grégoire de Courson. Bonjour Grégoire, votre fonction? Bonjour, je suis directeur des investissements chez Altarea IM. On échange dans un moment où les taux d'intérêt atteignent, vous le savez, des niveaux assez inédits. Depuis 2022, on a assisté à un véritable retournement de marché immobilier, étroitement lié à la remontée brutale des taux. On entendait Alain Tarabella juste avant nous. Est-ce que, Marc-Olivier, vous pouvez partager avec nous le regard que vous portez sur ce marché immobilier et est-ce que la baisse des prix est tout à fait derrière nous, selon vous? Alors, je partage effectivement le fait que le gros des corrections de valeur a eu lieu, notamment sur les actifs de qualité et centraux du marché parisien. Aujourd'hui, on a des signaux de ce début de stabilisation du marché. On ne parle pas de rebond du tout, on parle de stabilisation avec des volumes de transactions qui sont repartis légèrement à la hausse et surtout, c'est peut-être encore plus important, des transactions qui concernent maintenant plusieurs secteurs sous-marchés qui se sont réanimés peu à peu. Sur la collecte SCPI que nous évoquions également, on a pour la première fois un trimestre qui repart. Donc il y a une réactivation, je dirais, du marché où les différents acteurs commencent à échanger de l'immobilier autour de ces nouveaux taux, puisqu'on est aujourd'hui à 3+, sur l'OAT 10 ans, qui est un taux de référence pour l'immobilier. Donc c'est pour nous effectivement un moment intéressant de marché. On a des valeurs qui ont corrigé, moins 10, moins 20, moins 30 suivant les secteurs, mais peut-être avec plus de visibilité qu'on en avait il y a quelques trimestres. Je note votre terme de réactivation. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les loyers? Alors les loyers, j'ai l'habitude de dire que c'est le carburant du véhicule immobilier, et donc il faut effectivement s'y intéresser de très près en ce moment. Il y a 2 composantes dans le loyer pour les fonds immobiliers. Le premier, c'est l'indexation, et le deuxième, c'est bien sûr le marché locatif de chacun des actifs. Sur l'indexation, un peu comme on est sorti de l'hyperinflation à plus 6% et des indexations de loyer qui étaient à peu près du même ordre, on rentre dans une phase où on va être autour de 2%, qui a l'avantage d'être plus digeste pour les locataires. Pour le marché local, il faut s'intéresser à chaque immeuble, à chaque société. Ce qui est important dans le loyer, c'est qu'il y a un double effet. Un effet distributif, mais aussi de soutien de la valeur, puisque c'est le loyer qui est capitalisé. Et donc, nous, côté investisseurs, ce qu'on regarde sur le loyer, c'est effectivement qu'il soit d'abord de marché, qui puisse être indexé, puisqu'on a besoin de ce soutien progressif, et qui puisse être aussi digeste pour le locataire. On parle de taux d'effort, l'importance du loyer par rapport à son chiffre d'affaires. Donc, il faut que ces ingrédients soient réunis pour investir. Et s'ils n'y sont pas, il faut rester à l'écart. Nous, c'est pour ça qu'on était très prudents sur le bureau au cours de l'année passée. On n'est pas intervenu parce qu'on pense que sur les loyers, notamment première couronne parisienne, il y a encore des ajustements à faire. Grégoire de Courson, vous êtes aux manettes des investissements. Quels sont pour vous, dans les moments de crise, il y en a toujours, à la fois des opportunités, mais aussi des points de vigilance qu'il faut garder en tête? Vous l'avez dit, en fait, dans des périodes où les valeurs ont corrigé, il y a beaucoup d'opportunités, et particulièrement en France, qui est notre marché de prédilection. Alors on a pu déjà en saisir des opportunités, puisqu'on a déjà acheté des retail parks, des commerces de pieds d'immeubles, donc on a déjà pas mal investi dans le commerce. Ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est d'investir dans la logistique, dans les bases logistiques, qui bénéficient en fait de l'effet combiné de l'essor du e-commerce, mais également des contraintes de la zéro artificialisation. On va aussi s'intéresser à acheter des locaux d'activité qui, eux, bénéficient de l'effet de la réindustrialisation et qui offrent un point d'entrée très intéressant en ce moment. Après, nous, on a l'avantage d'être une SCPI diversifiée, ce qui nous permet de saisir toutes les opportunités qui pourraient se présenter et qu'on jugerait intéressantes. Et ça, c'est une vraie force pour Altarea Conviction. Et en somme, les locataires, ce sont vraiment les points essentiels pour nous. Il faut s'assurer que les biens qu'on achète sont en ligne avec les besoins des locataires, que ce soit en termes de localisation, en termes de caractéristiques techniques et bien sûr en termes de prix.
tourner autour du locataire. Dans le détail, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler rapidement d'une acquisition d'Altarea IM, la plus récente possible, qui a du sens dans le contexte qu'on est en train de décrire? Moi, je vais même pouvoir vous en parler de 3 qu'on va bientôt dévoiler. On a acheté 3 bases logistiques. Les 2 premières, elles sont très spécifiques, puisque ce sont des bases logistiques d'entrepôts frigorifiques, donc qui répondent à un besoin essentiel du locataire occupant, puisqu'elles sont au cœur de sa chaîne logistique. La 3e qu'on va acheter, c'est intéressant aussi, ce qui nous a plu dans cette acquisition, c'est parce qu'elle était à côté d'une usine. Et donc en fait, tous les produits qui étaient manufacturés dans cette usine vont être distribués depuis cette base logistique. Et ce qui est intéressant, c'est de connaître les prix auxquels on a réalisé ces acquisitions. Oui. Elles reflètent le marché actuel, puisque les taux de rendement oscillent entre 6,5 et 7%. Et à des loyers de marché, encore une fois, puisque c'est une vigilance toute particulière que nous avons lorsque nous faisons nos acquisitions chez Altaria IM. On parle d'entrepôt, vous avez parlé d'e-commerce. Justement, on va accueillir autour de cette table Benjamin de Harangeau, qui est directeur du développement d'Altaria Commerce. On va zoomer sur cette classe d'actifs importante, et puis je vais le dire simplement, cette branche stratégique à l'intérieur de votre groupe. Bonjour Benjamin. Bonjour. On va, avec vous, peut-être essayer de comprendre la part stratégique à l'intérieur du groupe Altaria, et puis ultimement pour vos clients de cette activité commerce. Peut-être quelques chiffres pour qu'on comprenne. Ouais. Alors, peut-être déjà, Altaria Commerce, c'est la partie originelle d'Altaria, la fondation de cette société il y a 30 ans. C'est la première classe d'actifs qui a été travaillée. Et aujourd'hui, Altaria Commerce, ça représente 44 actifs commerciaux, un patrimoine de 5,3 milliards d'euros, détenus majoritairement en partenariat avec des grands institutionnels. Et pour parler de chiffres, on a beaucoup parlé de loyer, un élément essentiel. Nous, on a des très bonnes performances sur la foncière, sur nos commerces, puisque l'année dernière, donc sur 2024, par rapport à 2023, on a une croissance de 5,3% de nos loyers à périmètre constant. Et ça renforce nos convictions encore, si besoin est, dans le commerce, dans cette classe d'actifs. Vous avez des questions, vous avez peut-être vu que vous pouvez les poser directement dans le chat. L'équipe d'Altaria IM est mobilisée pour y répondre. Justement, on va faire un petit peu de pédagogie avec vous, Benjamin, parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'expertise sur le vaste sujet commerce. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes classes d'actifs qu'il y a à l'intérieur de votre univers? Alors, il y a 4 grandes classes d'actifs. La première, je pense que tout le monde les connaît, les centres commerciaux. Donc ces espaces de destination shopping. Au sein de cette catégorie de centres commerciaux, il faut aussi distinguer des sous-catégories. Il y a les grands centres commerciaux ou les centres commerciaux super régionaux. Donc c'est des ensembles de plus de 150 enseignes. Nous, notre vaisseau amiral, c'est Cap 3000 à Nice, qui a près de 300 enseignes. Donc c'est des très gros actifs, souvent leaders sur leur zone de chalandise. Et c'est une classe d'actifs stratégique pour nous. Au sein de cette catégorie, il y a des actifs forcément de centres commerciaux plus petits, sur lesquels, notamment les plus petits centres commerciaux, souvent développer des galeries d'hypermarchés autour d'un hypermarché. Ça, c'est une classe d'actifs qui, dans les performances, sont plus hétérogènes, parce que souvent drivées par ces locomotives alimentaires, et pour certaines qui sont moins performantes. Donc il y a cet actif de centres commerciaux. Il y a une autre typologie d'actifs que l'on retrouve en périphérie, qui sont les retail parks. Vous en avez parlé, Altaria IM a fait des acquisitions. Donc ça, c'est zone d'activité commerciale organisée. Alors, on n'est pas dans les commerces diffus que l'on peut trouver en périphérie, souvent, qui symbolisent souvent la France moche. Là, les retail parks, c'est vraiment organisé, c'est géré, c'est souvent un monopropriétaire, une monogestion, plusieurs enseignes nationales qui sont des locomotives autour d'un parking. Ça, c'est une classe d'actifs extrêmement intéressante, très résiliente, comme le prouvent les chiffres. On a de très bonnes performances sur les retail parks. Donc ça, c'est aussi une classe d'actifs importante du marché. 2 autres classes d'actifs. Une première très connue de tout le monde, c'est les pieds d'immeubles. Alors on les retrouve au cœur de toutes nos villes. Donc ça, c'est classique. Ce qu'on retrouve dans le développement que nous faisons chez Altaria Commerce sont des pieds d'immeubles qui sont organisés dans les cadres des développements de grands quartiers, où là, on a la possibilité d'en développer plusieurs et d'avoir cette gestion ou cette planification, cette conception de plusieurs commerces. Dernière classe d'actifs qui est un petit peu plus particulière, un peu moins connue, c'est le travel retail. Nous sommes leaders sur le travel retail. C'est le commerce de flux. Et là, la particularité par rapport à toutes les autres classes d'actifs, c'est que le motif de venue dans ces actifs n'est pas le commerce. L'exemple, une gare, vous venez pour prendre votre train et vous en profitez pour faire des achats. Chez Altaria, nous, on a développé la gare Montparnasse. Certains qui nous écoutent l'ont peut-être fréquenté. Donc, c'est un développement en partenariat avec SNCF que nous avons livré en 2021. C'est 120 boutiques. Et on continue à se développer en Italie,
En France aussi, on a un des gros projets de développement sur la gare d'Austerlitz. Le projet d'Austerlitz, c'est 25 000 m² que nous développons dans Paris. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais Altarea Commerce est une foncière développeuse. C'est-à-dire qu'on croit en commerce, on croit en cette classe d'actifs, on continue à développer sur des très bons sites. Il y a la gare d'Austerlitz, il y en a d'autres, on continue à développer des actifs qui vont intégrer ensuite notre patrimoine. Benjamin, rapidement, peut-être quelques tendances que vous sentez? Alors, en tendance, je dirais, ne suivons pas trop les tendances. Déjà, sur les actifs immobiliers, je parlerai après des enseignes. Sur les actifs immobiliers, on voit dans les statistiques nationales un commerce à tonnes, des chiffres de fréquentation qui sont souvent légèrement négatifs, des chiffres d'affaires assez stables. Nous, ce n'est pas ce que l'on constate. En 12 mois glissants sur notre patrimoine, la fréquentation est à plus de 3% de hausse. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'indexation dont on parlait de l'inflation, il y a plus de personnes qui se rendent dans nos actifs. Ce qu'il faut dire, c'est que donc, cette tendance, c'est attention aux grandes différences entre les classes d'actifs. Il y a des actifs commerciaux qui sont très performants et des actifs commerciaux, en revanche, qui effectivement plongent, dont la vacance est croissante et qui vont dans une spirale plutôt négative. Et donc il faut faire attention à penser que tout est stable, tout est flat. Non, il y a vraiment des grosses différences de performance. Et donc, il faut analyser, c'est notre expertise d'analyser ces actifs, d'analyser les zones de chalandise, d'analyser les comportements, les mutations urbaines aussi, notamment dans les transports en commun. Qu'il y a des transports en commun qui arrivent, ça crée des opportunités. Et donc, de bien analyser ces différences-là. Benjamin, vous êtes aux manettes d'une branche qu'on a présentée comme stratégique pour le groupe Altarea IM. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment votre expertise déborde votre branche et comment elle vient peut-être alimenter les autres équipes d'Altarea IM? Oui, c'est vrai qu'on a une très bonne connaissance du marché, une bonne connaissance des enseignes. Nous, on a 2000 enseignes qui sont partenaires d'Altarea et on a 500 000 visiteurs par jour qui viennent dans nos actifs. Donc les tendances, on les connaît bien. Et donc quand il y a des actifs qui sont regardés, qui sont sur le marché de l'investissement, on peut donner des conseils. Nous, on est plutôt dans le développement d'actifs, dans la croissance d'actifs. Mais quand il y a des actifs, on sait apporter une analyse, apporter notre regard sur le marché ou sur des zones de chalandise, sur des sites. Vous avez l'air assez confiant, voire presque optimiste, j'ai envie de dire. Il y a de nombreuses personnes qui nous suivent, et je m'inclus dedans, des épargnants qui s'interrogent quand même beaucoup sur l'avenir du commerce face à l'essor du e-commerce. Qu'est-ce qui justifie votre sérénité? Le e-commerce continue à croître avec des croissances fortes. Je crois que sur l'année dernière, le chiffre en e-commerce est encore cru de près de 10%. Alors ça se stabilise un petit peu. On n'est plus sur les croissances à double chiffre qu'on a pu connaître par le passé. Donc, oui, mais je suis confiant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand on parle des actifs commerciaux, je dirais qu'il faut être très sélectif. Et de la même façon, les très bons actifs vont continuer à performer, à croître, quand bien même il y a du e-commerce, parce qu'il y a des complémentarités, voire aucune concurrence sur ces actifs, tout simplement parce que quand on prend le chiffre du e-commerce, déjà le commerce de détail ne représente qu'un tiers. Les deux autres tiers, c'est du service, c'est quand vous achetez vos billets d'avion, quand vous louez une voiture. Toute cette partie-là, ce n'est pas vraiment une concurrence des actifs commerciaux que nous avons. Sur le commerce du détail, aujourd'hui, le commerce du détail en France, c'est 570 milliards d'euros. Donc si je prends la part du e-commerce, c'est un peu moins de 10%. Donc ça reste quand même, le gros du chiffre d'affaires est fait dans le commerce physique. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. Autre aspect, au-delà de cette répartition, c'est la situation pour les enseignes. C'est-à-dire que pour les enseignes, aujourd'hui, la croissance sur l'e-commerce coûte cher. C'est-à-dire que pour avoir le client supplémentaire, il faut investir fortement pour gagner ses parts de marché, gagner ses chiffres d'affaires. Et en plus, il y a quand même des problématiques. Je pense qu'en tant que consommateur, on le voit, quand on commande, on doit payer des frais de livraison de plus en plus importants. Il y a aussi un sujet de rentabilité quand on commande sur Internet, qui est un sujet pour les enseignes. Et donc les enseignes, ce qu'elles font, c'est qu'on travaille sur un schéma omnicanal, c'est-à-dire sur toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire à la fois le commerce phisique et à la fois Internet. Il y en a qui viennent d'Internet, qui viennent dans nos actifs dans un deuxième temps en commerce physique, et elles viennent dans les centres commerciaux, elles viennent en pied d'immeubles, elles viennent aussi dans les retail parks, pour certaines. On va conclure, mais Grégoire, vous avez une question? Oui, j'avais une question sur le retail park, justement. Nous, c'est une classe d'actifs dans laquelle on croit beaucoup chez Altarea IM. Et je voudrais savoir ce qui définit, selon toi, le bon retail park. Le bon retail park, forcément, comme beaucoup d'actifs commerciaux, un des premiers critères, c'est son accessibilité. C'est son accessibilité, c'est la qualité des enseignes qu'elles vont présenter, des enseignes nationales, des enseignes qui sont prisées par les consommateurs, et également, je dirais, sa position dans la zone de chalandise. C'est-à-dire que ça soit dans les actifs, un actif qui soit leader, dominant sur sa zone de chalandise, ou un challenger
pertinentes, qui arrivent à attirer de nouvelles enseignes. Ça, c'est un vrai caractère différenciant. Et on le voit, et je parlais d'enseignes dans leur stratégie de développement. Il y a des enseignes qui aujourd'hui sont des enseignes plutôt de centres commerciaux, plutôt de centres-villes, des acteurs vraiment majeurs qui sont en train de réfléchir pour s'implanter dans des agglomérations, des zones chandise plus petites, à se développer sur des nouveaux formats dans les retail parks. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça montre l'attrait aussi des enseignes pour les retail parks, parce que ce qui fait le succès du commerce, c'est le succès des enseignes. C'est ce qui nous motive tous les jours chez Altarea Commerce, c'est de faire croître le chiffre d'affaires de nos partenaires enseignes. Merci beaucoup à tous les trois. Vous venez d'entendre Benjamin de Harangeau, qui est le directeur du développement d'Altarea Commerce, Grégoire de Courson et sa question, directeur des investissements d'Altarea IM, et puis Marc-Olivier Penin, DG d'Altarea IM, qu'on retrouvera un tout petit peu plus tard. On va parler d'ambition maintenant, puisque vous nous avez convaincus, vous avez partagé avec nous les convictions du groupe. On va parler de ce qu'il y a devant nous. On parle d'ambition avec Altarea et donc nécessairement on va parler de la SCPI Alta Conviction. 2 personnes pour parler de cela. Lynn Blavier nous a rejoint. Bonjour Lynn. Bonjour Lorraine. Vous êtes directrice de la distribution d'Altarea IM et Philippe Delhôtel nous a rejoint également. Bonjour Philippe. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur général délégué d'Altarea IM. Voilà, 2 voix pour commenter ce qu'on peut appeler la bascule de 2022. Vous le savez si vous êtes investi ou si vous êtes dans cet univers et il s'est passé un tournant majeur pour l'univers des SCPI. On va essayer de tirer quelques leçons et puis de se projeter. Peut-être démarrer avec vous Philippe. Est-ce qu'on gère une SCPI en 2025 comme on le faisait il y a, on va dire, 5 ans ? Pour tenter de vous répondre, Lorraine, il faut faire preuve d'un petit peu d'humilité, parce que bien malin celui qui avait anticipé à partir de 2022 ce qui s'est passé, c'est-à-dire une remontée brutale des taux, un désamour sur au moins une partie des bureaux. J'aime bien votre terme de bascule. On a changé de cycle sur l'immobilier. Et votre question, elle porte sur les SCPI. Sur la partie SCPI, vous avez eu des impacts pour une partie de l'industrie positifs et pour l'autre négatifs, voire très négatifs, avec des enjeux de valorisation, de distribution, de liquidité. Alors, la question que vous me posez, elle est plus précise que ça, c'est quelle leçon on en tire ? J'en tire déjà une. C'est que même un jeune fonds comme nous, né après le tremblement de terre sur les valeurs, on ne peut pas rester lové uniquement dans notre rocking chair à capter le momentum d'investissement. C'est très bien, on le fait, on serait fou de ne pas en profiter. Mais il faut déjà, je sais que c'est un peu contre-intuitif, mais il faut déjà qu'on se pose des questions et qu'on adresse des enjeux pour le moyen et le long terme. Ça veut dire être le plus manœuvrant possible sur les fonds qu'on crée et qu'on gère, le moins siloté possible, le plus agile possible, et la capacité à entre autres, se doter de réserves pour préparer l'avenir. Même si on est jeune, il faut déjà réfléchir comme si on était un acteur mature. Finalement, si je devais vous résumer la leçon que j'en tire, c'est le terme de maîtrise. Maîtrise de nos investissements. On en reparlera peut-être, on est très orienté sur la France, mais ce n'est pas une obsession de la France pour la France. C'est là où on maîtrise le mieux directement nos investissements. Maîtrise de la collecte. Moi, je suis persuadé qu'il faut s'attacher à maîtriser, à plafonner nos collectes, quitte à frustrer, mais ça me semble le plus sage pour affronter les années qui viennent. Et puis, maîtriser la quote-part dite institutionnelle. C'est intéressant d'avoir aussi dans ces encours une partie institutionnelle, mais il faut qu'elle reste mesurée avec une emprise limitée. Et ces institutionnels, ce sont notamment des assureurs. Ils sont les premiers à le demander, à y veiller. C'est une très bonne chose. Lynn, vous êtes, vous et votre équipe, au contact de la distribution. Vous êtes en contact permanent avec des gestionnaires de patrimoine. D'ailleurs, je vous précise que vous nous suivez, vous avez des questions et vous voulez que l'équipe Altarea IM y réponde. Mais c'est très simple, vous posez votre question directement dans le chat, là, pendant notre émission. Pas facile comme public à convaincre. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les retours que vous font ces gestionnaires de patrimoine et de fortune ? Avec plaisir, oui, avec Maëlys et Lucas, les 2 membres de mon équipe. On est sur le terrain au quotidien, aux côtés de nos partenaires CGP. Alors oui, c'est un marché qui est difficile, qui est exigeant, mais moi j'aime bien ce genre de marché, parce que c'est un marché dans lequel, quand on fait preuve de pédagogie et quand on performe, on a de quoi expliquer, de quoi convaincre.
Moi, j'ai beaucoup de mes partenaires CGP qui me font le retour que, au moins dans l'équipe AIM, on est là sur le terrain à défendre nos convictions. On ne se cache pas derrière notre petit doigt quand le marché est difficile. Et je pense que c'est tout l'objectif d'Alta Conviction, c'est de montrer qu'on peut faire de la performance et du patrimonial en étant pédagogique sur des valeurs telles que la décote, que la performance, que la valeur de reconstitution. Faire de la performance et du patrimonial. Je suis assez bien placée pour avoir vu beaucoup de nouveaux fonds émerger, n'est-ce pas, ces dernières années. Vous avez une SCPI, Alta Conviction. Est-ce que vous pouvez nous pitcher, nous dire en quelques mots pourquoi ce que vous faites c'est nouveau et surtout comment vous vous différenciez dans un univers quand même avec beaucoup d'acteurs? L'objectif n'est pas forcément de faire du nouveau pour faire juste du nouveau. Moi, je pense que la SCPI, qui est un outil patrimonial utilisé par des CGP depuis des dizaines d'années, est un outil qui est là pour faire du long terme, pour être là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et moi, avec Alta Conviction, mon ambition et celle de l'équipe, c'est d'être fière de ce qu'on a présenté, de ce qu'on a proposé à nos partenaires CGP et aux épargnants. En quelques mots, Alta Conviction, c'est de la performance, donc avec un écart de 8% entre le prix de part et la valeur de reconstitution. C'est une performance globale 2024 supérieure à 8%. C'est une performance non garantie, mais cible pour 2025 de 6,5%. Et c'est de la patrimonialité, puisque nous avons 6 mois de réserve, nous avons 3 mois de délai de jouissance. Donc on a un véhicule qui est très bien armé, si je puis dire, pour affronter le marché, que ce soit dans les 6 prochains mois ou dans les 20 prochaines années. Vous êtes concentré sur un seul produit, une seule SCPI. Est-ce qu'on peut imaginer des nouveautés pour venir diversifier votre offre? Peut-être Philippe? Eh ben on va... C'est le fil directeur peut-être, on va continuer de se hâter raisonnablement. Oui, on va créer des nouveautés. J'ai envie de vous répondre avec une sorte de calendrier. Tout de suite maintenant, sur ce mois de juin, on va délivrer en matière de démembrement. Moi, je crois beaucoup pour la remontée progressive des collectes à l'utilisation du démembrement sur le plan patrimonial. On va publier des clés, je ne veux pas faire le fier à bras, mais je pense parmi les plus attractives de l'entièreté du marché des SCPI. Et on va même proposer une option de versement programmé pour acquérir la nue propriété de parts de SCPI. Ça, c'est tout de suite. À 6 mois, on va faire des choses aussi. On va déployer une offre aussi en unité de compte, vous le verrez, avec des grands noms de l'assurance. Chaque chose en son temps, on l'annoncera quand ce sera d'actualité. Et on déploiera également une offre, on va dire, de gestion privée sur des produits avec des taux de rendement visés plus élevés, mais une approche de levier plus poussée aussi, pour des tickets d'investissement plus élevés. Mais quand on a dans le groupe Altarea de l'expertise qui est capable d'investir, d'acheter, de construire, de louer, de céder, il faudrait qu'on soit fou pour ne pas l'utiliser. Et puis à plus long terme encore, pas d'inquiétude, on créera aussi d'autres fonds SCPI. Mais vous avez vu, dans les collectes du marché SCPI, chaque grande maison de gestion, elle a un vaisseau amiral. Nous, on l'a déjà, c'est Alta Conviction. Voilà, merci beaucoup d'avoir zoomé avec nous sur les ambitions. On a pas mal de questions. D'abord, si vous en avez là pendant cette émission, vous continuez à les adresser sur le chat. Les équipes y répondent et y répondront au-delà de l'émission. On va accueillir Marc-Olivier Penin de nouveau autour de cette table. C'est le DG d'Altarea IM. Avec vous, Lynn, et avec vous, Philippe, on va répondre à 2-3 questions récurrentes, celles qui sont posées par les CGP, par les conseillers, et puis même peut-être par les épargnants. À tout de suite. Au contact, évidemment, des clients et des conseillers, des épargnants, on fait remonter quelques-unes des questions récurrentes que vous avez en clientèle. L'équipe d'Altarea, Marc-Olivier Penin nous a rejoint, Lynn Blavier et Philippe Delhôtel. On va démarrer avec vous, Philippe. On a beaucoup parlé du premier fonds. Vous avez fait le choix, clairement, d'un biais France. Je le dis un peu simplement, mais je pense que c'est clair comme ça. À l'opposé des tendances de marché, ce qu'on observe dans les autres SCPI, comment vous assumez ce choix 100% français? Je voudrais vous répondre par une question, Lorraine. Est-ce que vous pensez encore possible, toujours possible, de créer de la valeur, bref, de la performance en immobilier en France? Bon, si vous me répondez non, c'est compliqué pour moi après, mais moi je réponds oui à gros traits, ça c'est certain. Surtout quand on peut s'autoriser, ce qui est notre cas, de travailler toutes les classes d'actifs sans être trop siloté, et surtout quand on a derrière nous un groupe comme Altarea, vous les avez entendus tout à l'heure, qui est capable d'avoir un maillage sur le territoire
français qui est absolument hyper compétitif. On a plus de 100 lieux de représentation du groupe Altarea partout en France. Il faudrait qu'on soit fou pour ne pas s'appuyer là-dessus. Alors, je ne suis pas à l'écart du monde, vous l'avez dit, les SCPI européennes représentent une part importante des collectes du marché. Donc on doit être compétitif en matière de performance vis-à-vis d'elles. Mais je pense qu'on l'est. Il n'y a pas un seul compteur en SCPI, il y en a plusieurs. Le taux net de distribution, net de fiscalité étrangère, c'en est un. Je pense qu'on est en haut, dans le haut du premier quartile, tout va bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les frais des fonds, il y a les délais d'entrée en jouissance, les réserves dont vous avez parlé, le potentiel de valorisation. Je ne veux pas faire le fier à bras, mais je pense que sur l'ensemble de ces compteurs-là, posés les uns à côté des autres, on est ultra compétitif pour s'inscrire dans le temps. On a voulu avoir un raisonnement non pas uniquement fiscal, mais d'abord immobilier. On remonte quelques-unes des questions les plus récurrentes qui sont posées par les CGP ou même les épargnants. Vous avez des questions, vous les adressez aux équipes d'Altarea IM dans le chat qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas. Une partie des équipes est mobilisée pour y répondre pendant cette émission. Lynn, une question qui remonte souvent, c'est le fait que vous avez revalorisé le prix de part en décembre 2024, plus 1,67%. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous prévoyez une nouvelle revalorisation pour les mois qui restent de 2025? Alors j'aime beaucoup cette question. C'est vrai qu'on y répond beaucoup sur le terrain, mais je vais vous dire deux choses. La première, c'est que je pense qu'il est un peu trop tôt pour vous répondre. La deuxième, c'est que même si j'avais la réponse, je n'aurais pas le droit de vous la donner. Mais pour y répondre un peu plus en détail, oui, en effet, on a sur Alta Conviction des fondamentaux hyper solides, parce que je pense que si on est amené à revaloriser, il ne faut pas que ce soit un symbole. L'objectif n'est pas de faire un coup marketing. L'objectif, c'est de montrer qu'Alta Conviction est un fonds qui en a sous la pédale. Et c'est vrai qu'avec une décote de 8% entre le prix de la part et la valeur de reconstitution, on a prouvé qu'on achetait bien, qu'on gérait bien et qu'on arrivait à emmener les épargnants avec nous dans cette prise de valeur. Donc, est-ce qu'il y aura revalorisation ? Je n'en sais rien. Je suis très confiante cependant sur les valeurs d'expertise et je pense que l'année 2025 sera une très belle année également. On a le temps pour une troisième question. Pareil, je me fais un peu la porte-parole de vos clients et des CGP. Marc-Olivier, peut-être une réflexion sur le fait que le fonds est encore très jeune. On peut dire que vous êtes en phase de développement. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les points d'attention, de vigilance que vous surveillez ? Très jeune, mais on va sur nos 100 premiers millions. On a eu effectivement, on en a parlé, la chance de se lancer à un moment très favorable de marché. Je pense que la première décision importante pour le fonds qu'on a pris avec l'équipe, c'est d'être raisonnable avec cette performance très importante. Et donc, tout en distribuant plus de 8% sur 2024, on a fait ces fameuses réserves. On a positionné de façon prudente le prix de part. Donc, la vigilance, et je fais confiance à nos distributeurs pour suivre ces points, c'est qu'on reste justement à ces niveaux intéressants de construction de performance, et on sera très transparent sur le sujet, sur les réserves et puis sur les indicateurs qu'on a cités précédemment, la part raisonnable des assureurs dans le fonds, et surtout de bien suivre les acquisitions qu'on fait au travers de la SCPI. On fait souvent des petites vidéos systématiquement sur les actifs qu'on achète. Voilà, c'est en suivant tout ça qu'on pourra effectivement se tranquilliser et confirmer la bonne santé du fonds. On a sélectionné les 3 questions qui revenaient le plus, les plus récurrentes. Vous en avez des questions, mais vous continuez à les adresser sur les chats dans les quelques minutes qui restent. Bien sûr, les équipes d'Altarea IM sont réunies pour y répondre. Vous venez d'entendre Marc-Olivier Penin, qui est le DG d'Altarea IM. Lynn Blavier, directrice de la distribution, était également avec nous. Et Philippe Delhôtel, DG délégué d'Altarea IM. Je vais vous donner le mot de la fin, si vous voulez bien, un petit peu pour conclure. On a parlé de vision, on a parlé de conviction et d'ambition. Qu'est-ce qu'on se dit pour se dire au revoir ? D'abord, on se dit merci, Lorraine, d'avoir accepté d'animer notre première émission. On veut que ce soit la première d'une longue série. On me dit que vous êtes plusieurs centaines à vous être connectés, donc un immense merci, parce qu'on fait ça pour être entendu, écouté. Je vais adresser 3 merci spéciaux à Pascal Safta, un More With Less, un Philippe Rochereau pour l'immédiat, et puis Assia Enamat qui dirige le marketing et la communication chez nous, et leurs équipes. Et je n'oublie pas de l'autre côté de ce mur toutes les équipes techniques qui ont rendu cet événement facile. Pour nous, c'est un grand merci. On a voulu essayer de dézoomer sur l'immobilier, prendre un minimum de recul avec plusieurs invités hors d'Altarea IM. Vous verrez dans les prochaines séquences qu'on invitera des gens
hors du groupe Altarea pour porter aussi leur point de vue dans cette manifestation. Merci d'avoir rendu ça possible ce matin. Voilà, et merci à vous qui avez pris le temps aussi de poser des questions et aux équipes d'Altarea IM qui y répondent. Si vous avez aimé cette émission, eh bien d'abord sachez que vous l'avez peut-être entendue et écoutée, mais vous pourrez la réécouter sur les différents canaux d'Altarea IM et notamment sur le site web. Mais si vous avez aimé et si vous voulez continuer les discussions que vous avez entendues ici, eh bien vous allez sur LinkedIn, on s'affiche dans le thread LinkedIn dans lequel on continuera à poster du contenu autour de cette émission. Voilà, le Brief Imo, 45 minutes peu ou prou pour faire le point en ce mois de juin sur l'état de l'immobilier et le regard des différents dirigeants d'Altarea et d'Altarea IM. À très vite.